Je vais commencer. Je ne sais pas si vous êtes tous bien placés, tous bien pour voir. Oui, bon, tout ne se passera pas sur l'écran, mais c'est quand même important de voir. Je sais pas si... Donc, c'est une présentation du travail d'Herta Haussmann. C'est une artiste qui est d'origine allemande, qui a vécu une bonne partie de sa vie en France, qui est née en 1916 et décédée en 1999. Et c'est une présentation en quelques chapitres qui portent des noms d'autres personnes. Donc le premier chapitre, c'est Hans Reichel, qui était un artiste d'origine allemande qui a vécu en France assez rapidement. Il a fait sa formation à Munich. Il a notamment rencontré Paul Klee. Et son travail était après essentiellement sur des formats petits et avec des matériaux de l'aquarelle par exemple, enfin, des matériaux qui étaient facilement transportables. Et donc ça c'est une lettre que Herta Haussmann a écrite par rapport à une publication d'un livre qui s'appelle Camps en France. La guerre, c'est les camps de concentration, les camps de détention. Donc les survivants et leurs amis. Le livre est en allemand. Donc Camps en France, les survivants et leurs amis, c'est la traduction. Le titre, témoignage d'émigration, d'internement et de déportation. C'est de 1991. Donc le livre, enfin l'information a été fournie par la belle-fille de Hans Reichel. Oui, Deborah Browning-Schimek. Donc, je vais vous dire ce que vous disiez aussi. Herta Haussmann, c'est elle qui parle. Donc, je suis né à Nuremberg en décembre 1916. Ma mère était viennoise et mon père originaire de Munich. J'ai passé mon enfance à Nuremberg où j'ai fréquenté l'école protestante pour filles. En 1934, nous avons déménagé à Munich, loin de Nuremberg, la pire des villes nazies. Comme je voulais peindre, j'ai suivi les cours du professeur Pretorius à l'école des arts et métiers. En 1937, je suis allé à Paris, où je suis resté. J'ai peint, j'ai appris. J'ai toujours pu travailler dans l'atelier parisien d'Adolf Herbst. Ce furent les années les plus difficiles d'Adolf Herbst, mais nous nous sommes aidés mutuellement. Lydia Herbst est restée mon amie jusqu'à aujourd'hui. En 1938, j'ai fait la connaissance du peintre Hans Reichel et je l'ai présenté à Herbst, qui l'a défendu pendant des années auprès de ses collectionneurs suisses. Herbst a également pu m'introduire dans des galeries locales. Son ami d'enfance, Gottlieb Anliker, devint après la guerre un admirateur et un collectionneur de nos tableaux. En septembre 1939, Reichel a été interné en tant qu'Allemand. J'ai pu le faire libérer au bout de plusieurs mois car il vivait à Paris depuis 1928 et il y avait de nombreux amis qui témoignaient en sa faveur. En mai 1940, ce fut notre deuxième séparation. Les hommes furent à nouveau internés et cette fois aussi les femmes. J'ai été envoyé au camp d'internement de Gurs. C'est là que j'ai fait la connaissance de Sally Schmidt qui fait encore aujourd'hui partie de mes meilleurs amis avec sa famille. Donc Sally Schmidt, c'est une des personnes qui intervient pour la publication de ce livre. Plus tard, il a publié des livres avec mes dessins dans sa maison d'édition de Verlag Birnheim. Mon ami Reichel a vécu une période très difficile pendant la guerre. Les lettres qu'il m'a adressées en 1939 à l'après-guerre sont un témoignage de cette vie. Elles sont d'une beauté unique. Les extraits de ces 100 lettres sont publiés dans le livre de Reichel, de Scheidegger. C'est un livre qui est malheureusement peu trouvable, mais qui est un très, très beau livre. J'ai un exemplaire ici, que je pourrais vous montrer après, si vous le souhaitez. En 1942, j'ai été libéré du camp. Reichel y avait été interné entre-temps après la dissolution de la Compagnie des travailleurs étrangers d'Albi, à laquelle il avait été intégré en 1940. J'ai vécu temporairement dans une maison Blasberg, dans la Drôme. D'après ce que j'ai pu voir, Blasberg, c'était un abbé qui avait monté un certain nombre de maisons pour aider les réfugiés. Puis dans une famille française à Mazamet et Castres. Après la libération de la France, je suis retourné à Paris où j'ai repris ma peinture.
Hans Bellmer, dont j'avais fait la connaissance à Castres, est resté un bon ami. La rencontre avec Nicolas de Staël en 1954 a également été essentielle. Sa peinture a été un choc pour moi. Donc, alors suivent quelques petits extraits de lettres. C'est des extraits de lettres que Reichel a envoyées. Bon, il s'écrivait en allemand, hein, évidemment. Donc ça, c'est une lettre de Reichel qui est dans une époque où il était déjà interné à Gurs et il a appris qu'ils étaient tous les deux, puisque Herta Haussmann aussi était interné à Gurs. Gurs, c'est, si je ne dis pas de bêtises, au-dessus des Pyrénées, et c'est un camp qui a servi d'abord pendant la guerre d'Espagne, et puis qui a été après réutilisé, qui était un camp très important, donc il y avait beaucoup de monde là-dedans, et des conditions qui étaient assez effroyables. Enfin, les lettres nous en parlent d'une façon assez pudique, je dois dire. Alors, donc peut-être juste un extrait de lettres de 1941, mais sinon tout est très difficile. Travailler dans la journée à partir de 7 h du matin, pelleter des scories, pelleter de la neige, nettoyer une ancienne caserne et charger des gravats. Pas question de peindre, pas question de lire non plus, les gens ne le concernent pas, mais on doit quand même être là, même si on est seul et à l'écart. Je n'ai pas trouvé ici le moindre contact et toute ma pensée et mes sentiments, quand je ne peins pas en pensée, sont chez toi. Il y a quelque chose dans l'air qui nous oppresse, il est impossible de se faire une idée de ce qui va arriver. Est-ce que ce sera un printemps noir? Aujourd'hui, le soleil brille, j'étais dehors pour travailler, j'ai entendu un pivert et je lui ai dit un petit mot de ta part. Alors la peinture de Reichel, on ne peut pas l'appeler abstraite parce qu'il y a toujours une représentation, notamment d'animaux, d'oiseaux qui sont présents, mais qui ont une force de présence qui est impressionnante, dans une grande légèreté toujours en même temps. Donc de décembre 1942, donc ça c'était, il était là déjà depuis un certain nombre de mois. Ici le fun s'agite, le petit bois, le fun s'agite, c'est le vent, le fun. Le petit bois effeuillé se dresse en violet tendre sur les montagnes bleues de glace. Je pense souvent à toi et pour l'instant je m'inquiète de savoir si ton Noël sera un peu supportable, avec un peu de bonté personnelle et d'humanité. Pour moi c'est la 4e fête enfermée, je n'attends rien à part quelques rêves. Herta Haussmann finit la série de ses lettres en disant, bon, elle répète un peu, j'ai fait la connaissance du peintre Hans Reichel, né à Würzburg en 1992 et mort à Paris en 58, est mort à Paris en 58, à Paris en 1938. Vous voyez un problème. J'ai beaucoup apprécié sa peinture. Depuis, nous sommes devenus de bons amis, notre correspondance partiellement publiée dans le livre d'art, étalée. Hans Reichel, j'ai été interné à Gurs à partir de mai 1940 et libéré en 1942. Hans Reichel, témoin des déportations tragiques dans le camp de Gurs, a été transféré dans une maison de Glasberg également en 1943, de là de terribles persécutions. Le langage de Hans Reichel est celui d'un peintre et d'un poète. Volontairement, il évite d'écrire sur les horreurs et les tourments, de nommer les événements, il y a survécu. Donc après, Reichel habitait à Paris dans le 14e arrondissement et après, bon, il était très, très amoureux d'Herta Haussmann. C'est probablement elle qui a été son soutien moral et mental, et puis bien sûr son art et son amour de la vie aussi pendant toute cette période. Mais Reichel, après une vie assez retirée, il a quand même exposé régulièrement, notamment chez Jeanne Boucher. Il était dans une galerie qui est à côté qui à l'époque était à côté d'ici, rue de Seine. Non, à l'époque, je crois qu'à l'origine, elle était d'ailleurs boulevard du Montparnasse. Après, ils sont devenus rue de Seine. Et
Mais Reichel, en même temps, avait gardé des profonds traumatismes. Il a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et il buvait énormément. Enfin, ça, c'était une vieille histoire, je crois. Donc, il y avait des périodes extrêmement difficiles. Il y a un artiste qui s'appelle Fred II qui a écrit plusieurs choses qui sont magnifiques, et dans ces plusieurs choses magnifiques, il y a des passages qui concernent Reichel, qui sont... Bon, c'est vraiment... Il touche au fond de ce qui intéressait cet artiste. Il y a beaucoup de sensibilité. Donc le cahier de Gurs, alors le cahier de Gurs est une œuvre importante pour Reichel qui est une sorte de... voilà, c'est sa survie. C'est sa survie, en même temps c'est probablement un condensé de tout son art. Donc c'est un cahier sur, je crois qu'il y a une quarantaine de pages avec des petites aquarelles. On en a une page qui est reproduite ici. Vous avez un peu une idée de son travail. C'est des petites aquarelles qui sont très variées. Bon, il a un langage spécifique. Alors, on est là dans une forme d'abstraction qui peut même évoquer Kandinsky, par exemple. Mais bon, je crois que lui était plus... Kandinsky n'était pas une influence qu'il revendiquait, je crois. Et donc, dans ce cahier de Gurs, il y a une lettre qui est reproduite, une seule, et je pense qu'elle est intéressante aussi parce qu'elle condense aussi ce qu'il veut dire. Donc Gurs, le 30 juillet 1942, je me porte bien, je peins toute la journée, 12 grandes feuilles dans un cahier assez grand comme un livre d'images pour jeunes et vieux, pour ceux de la corporation et pour les amateurs. Un travail assez considérable, limité par la place et par le manque de tout, mais pour moi-même plein d'enseignements et d'enrichissement. Du nouveau en jaillira. Cette tâche à laquelle je me suis attaché est aux trois quarts accomplie et j'en suis occupé par son objectif et sa réalisation, au point de me sentir à peine concerné ou éprouvé par le reste de cette prétendue vie. Cet album est un constat artistique de 20 années de peinture, dont l'ambition n'est certainement pas d'aboutir seulement au bon tableau que chacun a peint, au moins une fois dans sa vie, point d'exclamation. Il contient davantage des exercices, des sortes de gammes, du nordique, du sens, de l'italien, du chinois, de l'allemand, en forme de sonate, entre parenthèses Haydn, chant d'oiseau, rencontre végétale, quelque chose d'artistique, équilibristique et très céramique. Il s'agit finalement avant tout de peinture. Il faut donc en excuser, s'il te plaît, la mauvaise traduction en mots. Donc ça, c'est la traduction de sa lettre qui se trouve de l'autre côté. Donc, bon, là, Herta Haussmann est absente et elle va être absente pendant une bonne partie de cette présentation, même si bon, elle a écrit la lettre que vous avez vue au début. Mais bon, je pense qu'en négatif, si elle a reçu ces lettres, c'est que elle était, comment dire, digne de les recevoir et de les comprendre. Donc, bon, ça veut dire quelque chose. Alors ça, c'est Herta Haussmann vers 1948. C'est tiré d'un catalogue de Würzburg, aussi de Hans Reichel. Donc là, il était en train de peindre. Alors, le second chapitre s'appelle Hans Bellmer et Unique Azurne. Donc c'est un couple d'artistes qui sont profondément intégrés ou qui font partie, disons, profondément du surréalisme. Hans Bellmer était allemand également, Unique Azurne aussi. Ils se sont rencontrés en Allemagne, j'ai les dates exactement. Hans Bellmer
et Herta Haussmann, et ils ont développé une amitié sur de longues années. Et donc, alors, je ne sais pas s'il y a une relation amoureuse entre eux. Bon, il est un peu question dans tous les gens avec qui elle a eu des correspondances, qu'il y ait des relations amoureuses. La belle-fille de Rachel dit que Rachel n'a jamais eu enfin que Herta Haussmann ne voulait pas avoir de relation enfin qu'ils n'ont pas eu de relation physique tous les deux. Avec Bellmer, je ne sais pas exactement. Et donc ce sont deux personnes qui sont en même temps célèbres. Je pense que les noms évoquent quelque chose. Et cette lettre que je vais vous lire également, c'est une lettre importante dans l'histoire de Hans Bellmer, qui a écrit un livre qui s'appelle L'anatomie de l'image, qui regroupe un peu toute sa vision de l'art. C'est un livre assez difficile à lire, mais Bellmer était un extraordinaire dessinateur, magicien dans son dessin, et profondément intéressé par le désir érotique également. Il explique sa façon de percevoir les choses, qui est une sorte de testament, si on peut dire. Je vais le dire. Quant à l'anatomie, ou plutôt au processus et aux coordonnées de l'image, il s'agit évidemment d'une analyse avec synthèse suivante de l'expression humaine sous toutes ses formes. Il s'agit du processus de formation de l'image poétique en dernier lieu. Je pense une chose essentielle pour un artiste, l'image poétique. Pour que l'on puisse imaginer quelque chose, il faut d'abord que les réservoirs de la mémoire soient pleins. La mémoire ne peut s'alimenter que par l'expérience, l'observation, la perception, qui commence au moment de la naissance. Tu peux, si tu as la patience, reparcourir mon livre en t'arrêtant au passage qui concerne la perception trompeuse y comprise, allant du fait simple de voir une assiette déjà 1000 fois vue jusqu'aux perceptions de rêves ou aux hallucinations, n'importe qu'il s'agisse d'hallucinations interprétatives ou d'hallucinations pures, si cela existe. Chez l'humain vaguement expérimenté, disons à partir de l'âge de 5 ans peut-être, il n'y a plus d'observation, c'est-à-dire perception d'un objet du monde extérieur par exemple, sans que la mémoire ne projette à sa rencontre une image déjà enregistrée, plus ou moins adéquate, disons à titre de comparaison. Le désir de ce que l'on voudrait percevoir y est pour beaucoup aussi. L'assiette 100 fois vue n'a plus d'intérêt, de réalité poétique pour toi, tandis que si tu vois un pied qui ressemble à ton arrière-grand-père, je te garantis, tu noteras cette image dans ta mémoire. En un mot, si je ferme un passage du livre par la phrase « L'objet qui ne ressemble qu'à lui-même n'a pas de réalité », ce n'est pas une boutade qui se veut intéressante, c'est une conviction absolue. Ça, c'est une phrase qui définit sa façon de voir les choses. L'objet qui ne ressemble qu'à lui-même n'a pas de réalité. Une phrase qui paraît, comme ça, à première vue, très cryptique ou vide de sens, qui ne l'est pas. Et donc, après Unique Azurne, une lettre tirée d'un recueil d'Unique Azurne avec des dessins d'elle. Donc ça, c'est en allemand, avec son petit dessin à la fin. Et Herta Tuliensot, que vont devenir nos magnétophones. Mes enfants viennent à Paris à la Pentecôte, je vais rencontrer mon Jean, nous voulons tous parler, pas en même temps, dans le magnétophone. Viens avec un taxi, fais-le attendre devant la maison et apporte le tout-band, ça c'est la marque du magnétophone, pour le faire réparer. Tu m'as dit que tu connaissais une adresse, dont Unica et Hans, qui ne se sentent pas mal. Te salue. Bon, Unique Azurne a une fin tragique. Elle a passé un certain nombre de séjours en hôpital psychiatrique.
Et elle a fini par se suicider de retour chez Hans Bellmer après de ses jours en hôpital. Et donc elle s'est suicidée, elle s'est jetée par la fenêtre de chez lui. Et donc cette publication, enfin, à mon sens, c'est pour ça que je dis que la date était un peu bizarre, elle fait référence à une exposition, enfin une exposition qui a eu lieu en 83 à Paris, au Goethe-Institut, et il s'était passé en même temps au Centre Pompidou des rencontres par rapport à Unica Azur. C'était un moment, disons, d'actualité sur elle. Et il y a eu des représentations de pièces de théâtre de l'Unica Azur qui ont été, enfin, différents événements, dont une pièce de théâtre, et qui était Sombre Printemps. Alors, elle a écrit également L'Homme Jasmin, je crois que ça a été montré en même temps aussi. Enfin bon, pour Sombre Printemps, il y a une comédienne qui s'appelle Christiane Rorato qui a joué et qui avait en l'occurrence interviewé Herta Haussmann, notre sujet. Et cet enregistrement donc, qui nous permet d'entendre sa voix a été fourni par Magali Montoya, et que je remercie. Et donc je vous propose d'entendre quelques mots. Oui, aussi parce que vous voyez que je suis une vieille amie à Bellmer et qu'à un moment donné, on a laissé, et j'ai proposé de faire une promenade. Nous sommes allés, Bellmer et moi, jusqu'à Butry, jusqu'à Auvers-sur-Oise. Oui, parce qu'Île-d'Adam, c'était près d'Île-d'Adam, où c'était Butry. Et cette promenade inoubliable, parce que Bellmer, il courait comme un fou, il était habillé avec son costume bleu marine, avec de belles chaussures noires, comme une écriture extrêmement soignée, il courait. Pas un arrêt devant une fleur, pas devant un arbre, pas devant un nuage, et nous sommes allés jusqu'à là-haut, et aussitôt, j'ai dit, bon, asseyons-nous devant sur cette rivière, parce que c'était. Alors, 2 minutes ici, il a sursauté, il a couru de nouveau, comme le personnage qui attrape les mouches de Nosferatu, les vampires. C'est absolument ce petit fou qui court de la campagne, vraiment un dessin de romantisme allemand. Et son flanc dégagé, et aussi il voulait rentrer vite pour voir si le cas s'ennuyait pas et tout tranquillement. Et c'était un ancien bistrot qui était fermé avec une terrasse en verre où ils avaient trouvé des chambres. Et je crois que je suis restée couchée, je ne me rappelle plus. C'était assez sinistre parce qu'il n'y avait personne dans cette grande terrasse où on la servait à dîner, de terrasse fermée de cette jolie truc-là. Les granits, en fait, le photo-là. Oui, alors, après, tu demandes, moi je me demande comment cette amitié a pu naître, étant donné que chaque fois tu me parles de Bellmer. Oui, et puis parce qu'elle, c'était une sorte d'appendice de notre amitié. C'est-à-dire qu'au moment, je sentais rien. Je sentais une sorte de pitié. Alors, quand ils étaient chez moi, ils avaient apporté les magnétophones. Ils avaient acheté un magnifique Grundig je ne sais pas s'ils me l'avaient déjà apporté avant pour que je l'essaye. En tout cas, après, on s'est beaucoup amusé à parler dans cet appareil-là. Quelquefois, ça marchait sur les deux pistes ensemble, oui, finalement. Alors, Unica chante la petite chanson. Ich armes Mägdelein, bin einsam und allein. Je chante là. Et après, on a joué l'opéra de Katsu, que Bellmer Unica adore. C'est vraiment la seule chose dont Bellmer supporte la musique. Elle aimait la musique, elle avait les disques et tout, elle avait de la musique moderne, classique, des opéras chinois, mais elle ne pouvait pas jouer ses disques, et le rap surtout, parce que Bellmer n'aimait pas la musique.
Il n'aimait pas ce bruit, il n'aimait probablement surtout pas qu'elle trouve un échappatoire là de nuit. Oui. Parce que toujours, il fallait qu'elle reste sous sa coupe. Ça, c'était. Même malade, même quand elle se plaignait, il ne pouvait pas se détacher d'elle, il ne pouvait pas la laisser partir. Mais dis-moi, alors, ces enfants, où est-ce qu'ils étaient? Alors, Monica était donc mariée en Allemagne. Bon, après, donc ça dure une heure, hein, pour faire l'interview. Mais elle parle de tout, et puis de la fin aussi, tragique, qui s'est passée. Voilà, elle nous emmène hein, dans son interview. Donc le troisième chapitre d'Herta Haussmann, c'est un chapitre qui va être très court, c'est Nicolas de Staël et Jeanne Polge. Donc elle était très, très proche aussi de tous les deux. Et je crois que Jeanne Polge en particulier, qui a été la dernière femme, en tout cas la personne pour qui Nicolas de Staël se serait suicidé. C'était une rencontre de la fin de sa vie et qui l'a complètement pas transformé, qui l'a envahi complètement. Donc il y a une correspondance il y a un très beau livre sur les lettres de Staël qui est paru il n'y a pas longtemps. On retrouve des traces d'Herta Haussmann, comme on retrouve des traces d'Herta Haussmann dans différents ouvrages de lettres de ces artistes. Mais donc c'est comme si elle-même n'était qu'une sorte de footnote, comme une note de bas de page. Et bon, elle-même peut-être n'a pas aussi participé à sa notoriété et à chercher à se mettre en avant, hein, probablement, mais enfin, je pense que disons que les gens qu'elle a fréquentés étaient des gens qui n'auraient pas pu avoir de relation, je pense, avec une personne qui n'était pas profondément, enfin, qui ne comprenait pas profondément ce qu'il faisait. Donc, le dernier chapitre, c'est le post-Herta Haussmann, donc notamment une vente d'atelier voilà, qui a eu lieu à Paris. C'est une petite plaquette. Donc ça, c'était en 98. Donc je vais vous agrandir l'image pour vous donner un peu une idée de sa peinture. Qui comprenait des œuvres de ses amis, comme ils le disent, Reichel, Belmer, Herbst, d'autres personnes. Donc 190 tableaux, 50 à 60 dessins et aquarelles, cartons et carnets. Voilà, et puis des livres également, des estampes. Donc ça c'était, elle était encore vivante, hein, Herta Haussmann, en 1998, puisqu'elle est décédée en 1999. Ça c'est une autre vente qui a eu lieu en 2013 de 197 lettres de Reichel. Je pense qu'une grande partie de ce qu'on a effleuré là, c'était dedans. Et puis la dernière partie, moi je l'ai rencontré, Herta Haussmann, je l'ai rencontré en 92, je crois, puisque au départ de ma galerie, je m'occupais des courtages, donc je l'avais contacté par rapport à Belmer, et puis elle m'avait donné 2 dessins de Belmer à vendre, donc, que j'avais vendus, et puis après, il y a eu un certain temps où il n'y a pas eu de visite, et puis un jour, Herta Haussmann est arrivée à la galerie, je ne sais plus quand, je n'ai pas noté, et elle est arrivée avec un carton de dessin, et puis elle m'a dit que c'était pour moi, donc un carton de dessin avec des hommes nus dedans, donc 4 sont sur le mur. Et je ne savais pas très bien alors comment regarder ce travail, et puis quoi en penser, et puis quoi en faire.
Donc ça a duré au moins une bonne vingtaine d'années avant qu'il soit exposé. Et puis j'ai re-rencontré Herta Haussmann en 93. Et donc là, à l'occasion d'un rendez-vous, ben voilà, je vous montre ce qu'il en est. Ça, c'est une lettre qui a été écrite à la suite d'un rendez-vous que j'avais eu chez elle, où j'avais emporté elle donnait tout, prenez tout, et puis occupez-vous-en, vendez-le. Et puis, je ne me souviens plus de la chronologie, mais je crois que ça devait être le lendemain, on m'a appelé en disant, mais vous savez, elle est sous curatelle, elle a un problème de... Je ne sais pas si c'était une forme d'Alzheimer, mais donc elle avait laissé partir les choses et sans être responsable de ce qu'elle faisait. Donc j'ai constitué la liste de tout ce dont il s'agissait, et puis je les ai rapportés à la curatelle, ce qui permet comme ça d'avoir un détail de 2 parents de Selberg, correspondance comportant ce feuillet manuscrit, anatomique d'image, le livre dont on a parlé, donc, de par une casure, une correspondance comportant 12 feuillets manuscrits, de par Herta Haussmann, 10 feuillets manuscrits, avec Cédric Belmer, de par Jeanne Polch, donc la compagne de Nicolas de Staël, correspondance comportant 21 manuscrits de part de Staël, 24 feuillets manuscrits avec des dessins, entre Rachel, donc une photographie, des lettres, des dessins, des gravures, des correspondances, tout ça classé par année. Enfin, je pense que voilà, il y avait tout. Et donc je n'ai pas gardé de mémoire de ce... Parce qu'à partir du moment où j'ai su que c'était comment dire, illicite, donc je les ai pas regardés vraiment, mais je me souviens des lettres de Staël, et je me souviens que j'ai été complètement ébloui par la lecture des lettres de Staël. Ça a été une révélation. Donc c'est à elle au moins que je dois ça. Voilà. Et puis, voilà, le dernier chapitre s'arrête là pour le moment, et j'espère qu'il y en aura d'autres, que toutes ces parcelles dispersées dans le monde vont former quelque chose d'un peu plus concret. Et puis, en tout cas, merci à Magali Montoya d'avoir fourni, qui est ici, fourni l'enregistrement. Ça a permis aussi de rentrer un peu plus dans la chair de cette présence. Donc voilà, c'est une forme de mystère qui reste encore entier. J'ai été content de vous en parler. Donc elle est intégrée à cette exposition, l'accouchement, peut-être pas complètement par hasard. Voilà.